Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et Glencore, partenaire en titre de l'événement. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif, l'émission qui vous fait découvrir notre milieu sportif québécois. Aujourd'hui, nous allons nous diriger vers l'Abitibi pour vous présenter un résumé de la 54e édition du Tour de l'Abitibi Glencore. La ville hôtesse change environ aux 2 ans et cette année, tout comme l'année prochaine, c'est la ville de Val-d'Or qui a été choisie pour accueillir les jeunes athlètes venus des 4 coins de la planète. Au total des 7 étapes, ce sera plus de 700 km qui seront franchis à toute vitesse pour espérer enfiler le maillot brun du gagnant du Tour. Le Tour de l'Abitibi Glencore est la seule compétition dans le circuit de la Coupe des Nations Junior UCI à être présentée en Amérique. C'est pourquoi vous retrouverez des équipes provenant d'aussi loin que le Japon pour cette course unique. Place au résumé de cette semaine en sol abitibien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Tour de l'Abitibi Glencore. Nous sommes en direct de Val-d'Or. Audrey Lemieux en compagnie de Louis Barbeau. Bonjour Louis. Bonjour Audrey. Alors on vous présente cette course par étapes, 7 étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui alors qu'on voit les athlètes en préparation et aussi la présentation des équipes. Louis, c'est une course extrêmement importante pour ces athlètes. Oui, le Tour de l'Abitibi est une des épreuves de la Coupe des Nations, donc l'équivalent de la Coupe du monde pour les juniors hommes. On a des athlètes qui viennent un peu partout dans le monde, certains des meilleurs athlètes. Ici, la présentation de l'équipe nationale du Canada, on voit l'équipe de France toujours très bien représentée. Les Américains, une force également, l'équipe de Colombie, le Mexique et finalement l'équipe du Japon. Donc 6 équipes internationales pour cette épreuve. Donc, évidemment, il y a plusieurs équipes régionales, dont l'équipe du Québec. On voit ici un des porte-couleurs de l'équipe du Québec. Première étape, donc, de Rouyn-Noranda à Val-d'Or. Exactement, on va voir le profil de l'étape dans quelques instants et des images du peloton qui a pris d'assaut les routes. Cette étape est longue de 115,6 km, donc de Rouyn-Noranda jusqu'à Val-d'Or. Il y a eu beaucoup d'actions dans cette étape, Louis, beaucoup de tentatives d'échapper. Oui, effectivement. Donc, première étape, les coureurs sont toujours un peu nerveux. On se connaît un peu moins. Donc, plusieurs tentatives. Ici, on voit un coureur de l'équipe nationale des États-Unis avec un coureur de l'équipe Alliance, l'équipe québécoise. Même eu droit à de la pluie. Il y a eu des chutes. Ici, c'est un coureur local, un coureur de la formation abitibienne. Donc, on peut voir l'échappée qui parvient à prendre un peu de temps, mais n'a jamais réussi à creuser d'écart très, très significatifs. Carl Truffert également, donc de l'équipe nationale du Canada qui a fait partie. Donc ça ici, c'était l'échappée victorieuse de laquelle Eyandé Laronde convoit qui va franchir la ligne d'arrivée avec une dizaine de secondes d'avance sur son plus proche rival. On va l'écouter d'ailleurs en entrevue. Donc aujourd'hui, on est avec Eyandé, grand gagnant de la première étape du Tour de l'Abitibi de Glencore, présenté par Desjardins. Comment te sens-tu face à cette première victoire? On ne savait pas trop où se placer par rapport aux forces en présence et aux Canadiens qui étaient là. Et l'équipe a fait un bon boulot toute la course et je suis content d'avoir pu conclure avec la manière en plus. Donc je suis content. Toute l'équipe est contente. Durant le parcours, on a rencontré de la pluie, des intempéries. Comment as-tu contrôlé tout ça? On avait toujours des mecs de l'équipe qui faisaient le travail. Donc j'ai pu rester un peu au chaud dans le peloton et faire moins d'efforts, me préserver pour le final. Après la pluie, c'est vrai que ça nous a pas trop dérangé parce qu'il faisait pas trop froid, donc ça va. Mais merci beaucoup, on te laisse aller te reposer. Là. Merci, bon tour. Merci. Alors, superbe performance de cet athlète qui représente la France.
Maintenant, place à l'étape 2. On part de Amos et on s'en va à Val-d'Or, 102 km. Et c'est 3 tours de parcours, donc circuit routier. Louis, ici, c'est un peu plus technique aussi. Ça peut avoir des incidences sur le résultat de la course. Oui, en fait, les étapes lors du Tour de l'Abitibi, souvent, sont des étapes en ligne. Et lorsqu'on arrive dans la ville hôtesse, on termine avec un circuit urbain. Donc ici, on aura 92 km à faire avant de rallier Val-d'Or. Et par la suite, donc, 3 fois cette boucle de 3,2 km pour compléter la course. Donc, très tôt, encore une fois, les coureurs de l'Abitibi. Cette fois, il s'agit du dossard numéro 111, coureur de la formation Subway. Il s'agissait de Hubert Lamotte. Donc, on a eu droit à, encore une fois, beaucoup de mouvements. Les coureurs de l'équipe française qui ont contrôlé en grande partie. Ici, on se retrouve dans un des Grands Prix de la montagne. On sait qu'il y a plusieurs classements en jeu lors de l'Abitibi. Ici, le Michael Guilbeault. Michael Guilbeault qui porte les couleurs de l'équipe canadienne, coureur québécois, qui disputera également les championnats du monde sur route. Et là, bien, on laisse filer cet athlète seul en tête. Il s'agit d'un coureur du Japon, au 165, Keito Kamiya, qui a pris la fuite. Et belle technique ici. C'est pas évident, les routes qui sont très exposées au vent. Un groupe de contre ici qui essaie de revenir sur lui. Oui, et ce qui est particulier également dans le Tour de l'Abitibi, on sait qu'aller jusqu'à il y a 2 ans, les coureurs avaient des limites de braquet. Maintenant, il n'y a plus de limite de braquet. Ça devient excessivement difficile de s'échapper. Ici, on avait un coureur de l'équipe du Québec, le dossard numéro 73, Clovis Sancartier, qui a fait partie de cette échappée. Et là, on se retrouve à la fin de l'étape. Et on voit là, que la vitesse, évidemment, est encore très, très élevée. On arrive en fin de parcours. Oui, petite échappée. Et c'est très, très rapide. On a dossard 33 des États-Unis, Jack Demar, qui va affronter dossard 154, Oliver Scott. Et finalement, en solitaire, Oliver Scott qui va lever les bras et qui s'empare de la victoire sur cette deuxième étape. Super performance. On va aller l'écouter en entrevue. Cette entrevue est une présentation de Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. So we are here with Oliver Scott from New Zealand and riding for North Star Development. We just won the second stage of the Tour de l'Abitibi Glencore. So Oliver, how did you feel about the last moment, the last race when you were in the break? What was your strategy? Yeah, so I came into the circuit quite far back, so I decided I wanted to move up, and I came into the climb and saw 2 guys attacking, and I was just behind them, so I decided to launch it with them, and then all of a sudden I was off the front, and yeah, we were rolling pretty hard, and I didn't know if there were guys up the road still, so I was just riding really hard for GC time, and then we held our gap, and I didn't really know if we were going to get to the end, and we came into the finish line. I wasn't too sure if I was going to win or not, so I was asking the American guy up the road with me if we were at the front, and then came into the finish and realized that I'd won. And yeah, it was just such a feeling crossing the line. I've worked so hard for this, and yeah, it feels really good coming all the way from New Zealand. So yeah. De retour à cette diffusion du Tour de l'Abitibi Glencore. Alors que les athlètes se préparent à faire le contre-la-montre individuel, c'est un aller-retour de 8,3 km. On passe devant la tour Rotary de Val-d'Or. Voilà le profil de l'étape. Et au contre-la-montre individuel, Louis, c'est extrêmement important pour le classement général. Oui, absolument. C'est une étape qui est souvent déterminante dans le classement général pour cette compétition. Particularité cette année, les athlètes n'avaient pas le droit d'utiliser un vélo de contre-la-montre, pas de roue pleine, pas d'extension. Donc, tout le monde partait à armes égales. Et ça, je pense que la plupart des athlètes ont apprécié cette modification au niveau de la réglementation. Ici, on voit Scott, le coureur néo-zélandais qui a remporté la deuxième étape, qui s'élance. Donc, 8 km seulement. Donc, une vitesse, les coureurs qui maintiennent entre 45 et 50 km/h de moyenne sur cet effort. Oui, et là, ben, on est avec dossard 81, c'était Noam Haim de la formation Alliance. Et évidemment, ben, le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. La gestion de l'effort est également un facteur très important. Et on voit celui qui avait remporté la première étape, Eyan D, le Français, qui est également à ce moment-là meneur du classement général.
Oui, on voit là ici les coureurs dans les derniers mètres. Un coureur américain qui va venir franchir la ligne. Et Yandé Laronde qui va enregistrer le meilleur temps et qui terminera donc premier devant Oliver Scott, le coureur néo-zélandais qui avait remporté la deuxième étape, qui termine pour sa part au deuxième rang. Et Carl Truffert de l'équipe nationale du Canada, qui, quant à lui, va prendre le troisième rang de cette épreuve. Excellente performance et c'est toujours Yandé qui a le maillot brun, meneur au classement général. Alors, on vous présente maintenant l'étape 4. L'étape 4 qui se déroulera à Malartic. Les coureurs qui feront un aller-retour jusqu'à Cadillac. C'est une distance de 57,5 km. Voilà la réunion d'avant-course des athlètes. Très important d'avoir un bon aperçu des scénarios possibles qui peuvent se produire au sein d'une même étape. Oui, l'étape de Malartic qui est un rendez-vous annuel. Alors, c'est une demi-étape compte tenu du fait qu'on a eu un contre-la-montre disputé en avant-midi. C'est ce qui explique que la distance est plus courte. Donc, la ville de Malartic qui reçoit le Tour d'Abitibi année après année. Une étape qui sera disputée sur le plat. Étape généralement disputée à très haute vitesse. Absolument. Et déjà, on voit dès le départ et le coup d'envoi de cette étape, c'est à fond de train. Le peloton qui va commencer à s'étirer. Il faut être bien positionné. Et là, on a un membre de l'équipe nationale qui sort à l'avant, seul en tête. Alors, c'était évidemment un qu'on connaît beaucoup, qui a une belle pointe de vitesse. C'était Jonathan Heinz, mais là, c'est son coéquipier qui est à l'avant avec un Japonais. Oui, alors une échappée ici avec quand même tout près d'une dizaine de coureurs. Dans ce groupe, on retrouvait notamment les coureurs de la formation nationale des États-Unis derrière le peloton qui a décidé de ramener. Donc, dans l'échappée, on voit ici coureurs français. Deux athlètes des États-Unis avec Church et également Medina. Avec un autre du Japon et ça chasse énormément derrière. Alors, c'est une étape qui est toujours disputée très rapidement. On voit ici, là, avec les images aériennes, le peloton qui est très étiré avec les coureurs qui... Et ouf, à l'arrivée, on a vu le coureur qui a remporté l'étape, mais dont la pédale, le pied est sorti de la pédale, mais qui est quand même parvenu à l'emporter. C'est le coureur colombien Victor Manuel Mendoza Ruiz qui l'emporte au sprint de justesse devant Jonathan Heinz de l'équipe nationale du Canada. Et pour la troisième position, Gabriel Séguin de l'équipe du Québec, étape disputée à une moyenne de 47 km/h. Très, très rapide. On a atteint même jusqu'à 65 km/h à certains endroits. De retour à cette diffusion du Tour de l'Abitibi-Glencore, on vous présente maintenant l'étape 5, l'étape reine, distance totale de 140 km et on va avoir une arrivée qui promet d'être spectaculaire sur le Mont Bell. Alors évidemment, en préparation pour ce départ, on voit les athlètes tout juste avant la course et le profil de cette étape. Oui, c'est l'étape la plus longue, la plus difficile. On est d'ailleurs à la limite de la distance réglementaire permise pour des coureurs d'âge junior homme. La raison d'ailleurs pour laquelle on a un 5 km de départ neutralisé de façon à respecter cette distance. C'est une étape, comme tu l'as mentionné, Audrey, qui se termine avec une bonne ascension. Donc, il va être intéressant de voir si Yandé Laronde, qui mène au classement général l'équipe de France depuis le début de cette épreuve, va être en mesure de protéger son maillot. Donc, très tôt dans la course, on a pu voir une échappée se développer avec des coureurs de différentes formations. On a vu un coureur de l'équipe des États-Unis, un de la France également. Donc, toujours beaucoup de mouvements, donc de plusieurs tentatives d'échappée successives et qui sont reprises à chaque fois ici, coureur japonais. Oui, le coureur japonais qui est parti assez longtemps en solitaire. Oui, et là, ici, on avait deux coureurs de l'équipe du Québec avec Gabriel Séguin. On a également un autre coureur de l'équipe du Québec. Charles Roffy qui est là. Oui. Très bien fait. Et on le voit là que ça chasse énormément. Le Japonais qui était toujours seul en tête. Donc là, ici, on a un coureur de l'équipe du Québec et un de l'équipe nationale du Canada.
Et l'Américain là qu'on a laissé filer, Nolan Church, qui remporte cette 5e étape au sommet du Mont Bell. Et alors, superbe performance, belle victoire sur l'étape reine. On va aller l'écouter en entrevue. Cette entrevue est une présentation de Glencore, partenaire en titre de l'événement. So we are here with Nolan Church, the winner of the Stage 5 of the Tour de l'Abitibi Glencore. Nolan, tell us about the strategy that you and your team, USA, want to apply in this race with the special finish at the end. We knew it was a long stage, so we kind of let it play out at the start. And then a group went up the road, and my teammate was in it, and we didn't like the odds with France in the group, so I bridged across, and there was quite a few groups that came across, made about 30 guys, and then nobody was working, and Canada and one other guy went up the road, and it lulled a little bit, and I bridged up, and nobody else came with me, and then the Mexican guy, Canada, and me, we just went all out to the finish, and yeah, I attacked with about 500 meters to go, and got it. It paid. And how do you feel about this? It's your first win here. How's the feeling? What's the emotion right now? I don't know, because I mean, I've been getting better every single day here. The results been better every day, so can't get much better than first. Yeah. And is GC something that you enjoy, that you see right now? Is this the objective? Yeah, I lost time on stage 1, but I've been getting time every other stage, so I might be back up there depending on how the results were today. I was 2 minutes down, so we'll see. Great, we'll see. Thank you, Nolan, for the interview. We hope that it's continued to go great for the rest of the tour. Thank you. Thank you. Alors, on se prépare pour l'étape 6. Mais Louis, la 5e étape là, qui a eu beaucoup de dommages sur le classement général. Oui, comme on a pu le constater, l'arrivée au sommet, mais on avait un groupe d'une vingtaine de coureurs qui étaient parvenus à se détacher. Jonathan Heinz, qui a très bien fait, a terminé au 2e rang. Et Yandé Laronde, le détenteur du maillot de meilleur coureur au classement général, était de ce groupe. Si bien qu'on a quand même des écarts maintenant assez significatifs au niveau du classement général. Et il y a peut-être une quinzaine de coureurs qui peuvent encore peut-être aspirer à aller chercher la victoire. Mais sinon, il y a des écarts quand même significatifs qui ont été créés. Oh oui, ça a une incidence directe sur le classement général. Étape 6, 124,8 km. Et encore une fois, la France qui est à l'avant et qui met la pression avec Hugo Duclos-Lassalle. Et on le voit, le peloton, pour l'instant, ne réagit pas. On occupe la largeur de la route, mais là, ça commence à bouger. On a même l'équipe du Québec là, à l'avant du peloton qui veut aller faire la jonction. Oui, une étape on est ici dans la portion urbaine là, du circuit. On voit maintenant un coureur de l'équipe mexicaine. Et pour la France, présentement, c'est Sacha Bergaud avec Fabienne Garza-Marcelo. Les deux qui collaborent très bien ensemble. Oh, ici, on le voit, là, plus de rythme du tout. On n'a plus de jambes pour continuer l'effort. Avec le Japonais à l'avant, Henji Iwamura. Et au 173 qui était là de l'équipe du Québec, Clovis Sancartier. Oui, une étape particulièrement difficile parce qu'on avait une boucle de 10,4 km à faire en ville à 12 reprises. Et on le voit ici, là, il y avait cette portion en ascension. Donc, derrière, le peloton qui réagit encore une fois. Et là, on va préparer évidemment l'arrivée et le sprint final de cette 6e étape. Et attention, les deux coureurs de l'équipe canadienne qui sont là. Et Jonathan Heinz qui va aller chercher la victoire. Superbe performance pour l'équipe nationale. On va l'écouter d'ailleurs en entrevue. Cette entrevue est une présentation de Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Dis-moi, Jonathan, comment on se sent finalement de gagner une étape après avoir été arrivé 2e quelques fois cette année? Franchement, là, ça fait vraiment plaisir parce que tout le long de ma saison à date, j'ai eu que des bad luck. Puis là, enfin, j'ai l'impression que la bad luck est derrière moi. Là.
Excellent. Puis dis-moi, est-ce que tu te sentais confiant? C'est la stratégie d'attaquer au sprint avec ton coéquipier à la fin de l'étape ou finalement c'est arrivé à la dernière minute? Non, vraiment, ça s'est mis en place dernière minute. Là. On savait, Mick et moi, qu'on est pas mal les meilleurs sprinteurs là, du tour. Puis en étant 1-2, un en arrière de l'autre, on a contré le gars qui essayait d'attaquer. Puis au final, ça a super bien fini. Là. Bien, félicitations, Jonathan. Puis on espère une autre victoire pour la 7e étape demain. Félicitations. Merci. De retour à cette diffusion du Tour de l'Abitibi Glencore. Et cette fois-ci, on vous présente l'étape 7. Quelle belle victoire hier, par contre, plutôt sur l'étape 6 de Jonathan Heinz qui a franchi la ligne d'arrivée en première position, suivi de près par son coéquipier Michael Guilbeault. Doublé canadien hier, Louis. Oui, très belle performance de l'équipe canadienne, ce qui fait que au niveau du classement général, après 6 étapes, on se retrouve donc toujours avec le Français et André Laronde qui mène, suivi de Ben Morin de la formation PNW Racing. Oliver Scott, le coureur néo-zélandais de la North Star Development Cycling, occupe quant à lui le 3e rang. Pour ce qui est du Canada, le meilleur coureur au niveau du classement général est Maxime Bourassa, première année junior, qui occupe le 6e rang à 1 minute 40 secondes. Gabriel Séguin de l'équipe du Québec et Maxime Corbeil, également de l'équipe du Québec, tous deux sont en 7e et 8e position au niveau du classement général à 1 minute 51. Et c'est un départ pour la 7e et dernière étape de ce Tour de l'Abitibi Glencore, 118,3 km. Et voilà le départ officiel. Et dès le coup d'envoi, là, on est à fond de train. On aperçoit les coureurs de l'équipe nationale des États-Unis. Il y en avait un qui avait un bandage. Les chutes aussi qui font partie malheureusement de cette course. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques, mais des chutes aussi. Il faut vraiment essayer de continuer l'épreuve même si on a de la douleur. Oui, là on voit ici la quasi-totalité des coureurs de l'équipe japonaise qui se trouvent derrière. Évidemment, la vitesse pour l'instant n'est pas nécessairement très élevée encore. Le départ a été donné de center. On aura 66 km à parcourir avant d'arriver dans le circuit urbain de 5,2 km que les athlètes auront à franchir à 10 reprises. Donc, Tour d'Abitibi, qui est la course par étape la plus longue au monde pour les juniors, avec 7 étapes disputées sur 6 jours pour une distance totale de 667,4 km. Oui, et la fatigue jour après jour qui se fait sentir, ça s'accumule dans les jambes. Et évidemment, il faut toujours rester alerte. Oh, attention ici! Oui. On a eu une chute dans le peloton. Beaucoup de coureurs au sol. Coureur de l'équipe nationale du Canada qu'on a pu voir à droite qui a été impliqué dans cette chute. Il y a plusieurs coureurs. Le coureur de l'équipe canadienne là, qui est toujours à droite dans le fossé. Malheureusement, donc souvent ces chutes surviennent aussi lorsque la vitesse n'est pas nécessairement très élevée. Les coureurs sont un peu moins attentifs et il suffit de toucher une roue et après ça, bien évidemment, malheureusement, là, il y a une chute. Puis là, il y a eu comme un effet de cascade. Oui, on le voit dans le peloton, les coureurs qui sont très près les uns les autres. On a un athlète en solitaire qui poursuit son effort et ceux qui ont chuté, bien, on donne tout ce qu'on a dans les jambes pour essayer de revenir dans le peloton. Mais c'est certain qu'il y a un peu de douleur. On le voit, il y a un petit groupe derrière le peloton qui est en train de chasser, là. Oui, tandis qu'on a un coureur en solitaire, là, on voit le petit groupe derrière le peloton. Normalement, les véhicules de la caravane vont pouvoir remonter. Lorsqu'il y a une chute comme ça, les commissaires permettent aux coureurs, finalement, de pouvoir profiter du sillage des véhicules afin de revenir sur le peloton. Donc là, pour l'instant, on n'a que 2 véhicules d'équipe. Donc, il y a probablement les autres véhicules là, qui sont sur le point de refaire la jonction. Donc, en espérant que tout le monde est reparti sans problème. Et c'est Noah Johnson de l'équipe Team Vantaggio Fitness and Nutrition qui est en tête seul. Et le peloton qui ne réagit pas pour le moment. On a 30 secondes d'avance pour le meneur. Et là, ça réagit. On a eu une accélération au devant du peloton. Derrière, on reste dans les roues pour économiser un maximum d'énergie. Et là, on a plutôt un gros groupe là, qui s'est formé avec 5 coureurs devant, dont le coureur de l'équipe du Québec, Gabriel Séguin. Oui, Séguin qui est très bien placé, comme on l'a mentionné au niveau du classement général. Ici, on a également le détenteur du maillot à poids, le maillot du meilleur grimpeur
qui est détenu par le coureur français Lohan Vouliez. Également dans cette échappée, Jack Watson de l'équipe nationale des États-Unis. Donc c'est une bonne échappée. On voit qu'il y a une belle cohésion, les coureurs qui s'échangent les relais. Donc l'échappée qui est pour l'instant à 20 secondes, mais on voit derrière, là, ça roule à fond de train afin de revenir. Hayes qui mène la Charles. Et avec le maillot de meilleur, le maillot orange présentement sur les épaules. Alors, la jonction a été refaite. On voit ici Gabriel Séguin qui poursuit quand même son effort devant. Et on voit... on était à l'arrivée d'un Grand Prix de la montagne plus tôt, là. Donc, on a le coureur de la formation Vantaggio qui décide de se relever et d'attendre. Donc, ici, on commence à manquer un petit peu moins de conviction. J'ai l'impression que derrière, il y a de fortes chances que ça revienne. Le coureur français qui a sécurisé son classement comme meilleur grimpeur. Oui, là, Gabriel Séguin qui continue l'effort. Justin Demers en deuxième roue, dossard 123 du club cycliste d'Amos. Toujours l'Américain qui est présent avec Jack Watson et celui qui a sécurisé son maillot de meilleur grimpeur, Lohan Vouliez, le Français, en quatrième roue, qui profite de cet instant pour manger. Oui, et dans le cas de Vouliez, évidemment, lui ne collaborera pas pour permettre à cette échappée de prendre du large, surtout avec la présence de Séguin dans ce groupe. Séguin qui est celui qui est le mieux placé au niveau du classement général. Donc, on a 1 heure d'écoulée dans cette épreuve. Très bon point. On le voit ici avec cette image, hein, celui qui détient le maillot vert de la France qui reste derrière. Et on laisse travailler les autres athlètes parce qu'on veut favoriser la victoire de Ayan Day, dossard 21, qui est dans le peloton présentement. Et là, Gabriel Séguin part seul devant de l'équipe du Québec. Et là, on va réagir là, pour Lohan Vouliez. Oui, Vouliez qui sait que Gabriel Séguin est un coureur qui est menaçant, donc ça l'oblige à prendre le relais et à chasser donc sur le coureur québécois avec Justin Demers qui, quant à lui, reste bien campé dans la roue du coureur français. Même chose pour le coureur américain. Alors, Demers qui ne semble pas vouloir prendre le relais. Pendant ce temps, on se retrouve avec un coureur de la formation Alliance, le dossard numéro 85. Il s'agit de Sean, ou plutôt de Christophe Massé. Et là, Gabriel Séguin qui se forge une petite avance sur le trio de chasse. Alors, Watson, Demers et Vouliez qui essaient de revenir sur Séguin. On a presque 1 heure de course de compléter sur cette 7e et dernière étape. Alors, 40 secondes présentement. L'avance pour Gabriel Séguin de l'équipe du Québec. Quel effort en solitaire qu'il est en train de faire présentement. Et évidemment, il donne le tout pour le tout. Le classement général qui est en jeu a décidé de prendre la mesure des choses pour augmenter son avance. Oui, Séguin qui occupe actuellement le 7e rang à 1 minute 51 secondes de la ronde, mais à 50 secondes de la 2e position. Restez là, on revient tout de suite après cette pause pour la suite de cette 7e étape. De retour à cette diffusion du Tour de l'Abitibi-Glencore pour vous présenter la 7e et dernière étape. Presque 1h30 de course de compléter. Toujours Gabriel Séguin de l'équipe du Québec seul en tête. Coup de pédale qui va très bien. Belle fluidité, mais derrière, ça réagit ici. Oui, alors évidemment, au fur et à mesure que l'épreuve avance, on va voir donc les meilleurs les coureurs de l'équipe de France qui sont bien positionnés. On voit ici d'ailleurs le maillot brun et Yann Delaronde qui envoyait la main. Carl Truffert de l'équipe nationale du Canada. Donc on voit le peloton très étiré à vitesse élevée. Oui, on va faire notre entrée à Val-d'Or. Et c'est aussi très important d'être bien placé à cet endroit lorsqu'on est derrière
avec quelques sections un peu plus techniques. On va faire un peu l'élastique et ce n'est pas ce qu'on veut. Oh, le peloton qui se rapproche dangereusement là, de Gabriel Séguin qui avait 40 secondes, mais là, seulement 20 secondes d'avance sur le peloton. Oui, alors qu'on va faire l'arrivée, l'entrée à Val-d'Or au terme des 66 km qui séparaient la ville de Sainte-Terre. Et on va entrer donc dans cette dernière portion de la course, la boucle de 5,2 km que les athlètes vont avoir à parcourir à 10 reprises. Eh oui, ça sera très important d'être bien placé. Ici, on a eu une zone, un bidon au sol. Il faut faire attention, ça peut causer des chutes. On lève la main ici pour avoir du ravitaillement. On va permettre à la voiture de sa formation de remonter. C'est Raphaël Péloquin de l'équipe Espoir. Kilico. Et là, il y a beaucoup de mouvements. Gabriel Séguin continue son effort en solitaire. Il fait tout un numéro. Quelle belle échappée de sa part. Mais derrière, on est sur le point de faire la jonction pour deux coureurs qui se sont échappés du peloton. Et ça pourrait être intéressant pour Séguin, compte tenu du fait qu'il est en échappé seul. Mais là, il va avoir donc un peu de renfort. Donc, est-ce qu'il va être capable de s'accrocher aux coureurs qui devraient bientôt venir faire la jonction? On voit également deux autres coureurs qui se sont détachés du peloton. Donc, Séguin qui jette un œil par-dessus son épaule pour voir si le coureur va revenir. Donc, c'est effectif, c'est fait. C'est un coureur de l'équipe nationale du Japon qui vient faire la jonction. Alors, est-ce que les deux coureurs vont s'entendre et poursuivre leur collaboration? Évidemment, Séguin est en échappé depuis déjà un bon moment. Oui, la fatigue dans les jambes qui doit commencer à se faire sentir. Alors, il est en compagnie de Genui Iwamura, le Japonais. Et les voilà, les deux qui sont devant avec 1h36 minutes de course de compléter. Le peloton là, qui est à une vingtaine de secondes derrière. On doit très bien collaborer si on veut espérer se rendre au bout. Et c'est ce qu'on fait. On se donne des relais. Oui, là, on est dans le circuit. Et ce circuit-là, il n'est pas facile. On est ici là, sur la ligne d'arrivée, mais on a donc toujours quelques petites ascensions dans cette boucle. Parcours technique. On voit ici le peloton qui est amené par un coureur d'équipe des États-Unis. Tout juste derrière lui, on avait Hyundai Laronde, le détenteur du maillot brun de l'équipe nationale de France. Donc, et le reste du peloton qui suit. Absolument. Toujours Séguin avec le coureur japonais en échappée. On voit ici ces petites portions en montée là, dont tu parlais. Ça mine les jambes. Virage à gauche et tout de suite, on est en montée. C'est la répétition de cette montée-là qui va faire la différence également. Oui, on a vu en tête du peloton devant là, le maillot à poids, maillot de Vulliez, le coureur français, dont le travail maintenant va consister à s'assurer que l'échappée ne prenne pas trop d'avance. Et ça grimpe toujours sur ce circuit. C'est le Japonais Genji Iwamura qui mène la charge avec Gabriel Séguin qui a passé la majeure partie de la course en tête. Mais là, il s'est fait distancer malheureusement. Oui, Séguin qui paye maintenant pour les efforts qu'il a consentis tout au long de la journée. Alors, va fort probablement réintégrer le peloton dans quelques instants. Oui, le Japonais là, qui est sorti, Iwamura seul en tête. Et regardez le peloton, comment il est étiré. Il y a beaucoup de mouvements. On a un duo qui est en train de... qui est intercalé entre le peloton et la tête de la course. Et là, ça fait mal. On a une grosse attaque au devant du peloton. Oui, ça roule très, très vite, comme on peut le constater. La vitesse a augmenté. On revient sur le coureur japonais, toujours devant. Et là, lorsqu'on est en solitaire comme ça, c'est pas évident, on le sait. Surtout que le peloton derrière, c'est le classement général qui est en jeu. Également la victoire d'étape. Il y a quelques équipes qui n'ont pas encore réussi à faire de podium. Et aujourd'hui, c'est la dernière opportunité. Oui, il reste quand même encore plusieurs kilomètres. On a 10 tours de ce circuit à effectuer. On est seulement dans le premier, donc... On voit ici là, les coureurs même qui commencent à éprouver de la difficulté à maintenir le contact, la vitesse qui est très élevée, des cassures dans le peloton. Ah oui, ça fait mal, et vraiment. Surtout en fin de tour comme ça. On l'a dit, la course la plus longue chez les athlètes de cet âge. Et là, il y a beaucoup de cassures qui sont en train de s'opérer sur ce circuit urbain. On est avec le Mexicain ici, Aldo Emilio Garcia Lopez.
Et on le voit là, il est à la limite. Essaie de recoller lorsqu'on n'est plus dans l'aspiration. On doit redoubler d'ardeur pour revenir dans la roue et essayer de rester avec le groupe. Sinon, on est dans le vent et on n'a fait que perdre du temps. Et là, ben, c'est ce qui va arriver malheureusement pour le Mexicain. On a plusieurs coureurs, on a pu voir là, qui se sont fait décrocher. Ici, on les voit donc de nouveau, un coureur de la formation également Alliance qui était sur le point de se faire décrocher. Donc là, le coureur mexicain qui est sur le point d'être repris. On a deux coureurs qui sont sur le point de faire la jonction. Est-ce que Gabriel Séguin, je crois que Gabriel Séguin, et c'est le maillot brun, donc Deyandé Laronde qui est revenu et sorti seul. Et Gabriel Séguin qui s'est donc accroché à lui. Coureur japonais également, toujours présent. On a un quatrième coureur non loin derrière. C'est Oliver Scott, le Néo-Zélandais, qui est en train de revenir sur la tête de la course. Et ça pourrait être une échappée décisive. Alors, dans le cas de Laronde, la meilleure défensive dans ce cas-ci, c'est de passer à l'attaque. Et là, c'est un coureur de l'équipe nationale du Canada qui amenait ce groupe. Et oui. Je pense que c'était Jonathan Hintz. Et de voir Gabriel Séguin réussir à recoller, à se placer à nouveau en tête de course, c'est une excellente performance. Alors voilà, quatuor de tête, Deyandé Laronde, Oliver Scott, Gabriel Séguin et le Japonais qui est toujours là. Il s'agit de Genji Iwamura. Alors voilà, quatuor de tête. Et là, attention, Deyandé Laronde qui met la pression. Il a quelques longueurs de vélo d'avance en ce moment. Oui, un coureur français là, qui est vraiment, vraiment costaud. Alors, le seul qui semble être en mesure de voir répondre à cette attaque, là, on voit Oliver Scott qui tente de faire la jonction. Et ça va bientôt être fait derrière le coureur japonais et décroché. On voit également là, que Gabriel Séguin n'a pas été en mesure de maintenir le rythme. Derrière, on voit que le peloton n'est pas très loin non plus. Quelle démonstration de puissance pour Deyandé Laronde, le Français, meneur du classement général, qui est devant. Et Oliver Scott dans sa roue, le Néo-Zélandais de la formation North Star Development Cycling, qui réussit à suivre, ne prend pas de relais pour l'instant. Se contente de rester dans la roue du Français. Oui, et du côté de l'équipe de France, évidemment, avec le leader en avant comme ça en échappé, on n'a pas besoin de prendre le relais. On fait simplement contrôler le peloton, s'assurer que s'il y a des coureurs qui tentent de partir, qui sont menaçants, bien, on va les contrer. Alors, pendant ce temps-là, les deux coureurs de tête, eux autres, ne se posent pas de questions. On continue de travailler fort et on s'échange des relais. Absolument, ils font une très belle performance. On s'arrête un court instant. Restez là pour la suite de cette 7e étape. De retour à cette diffusion, et c'est la conclusion de la 7e et dernière étape du Tour de l'Abitibi-Glencore. Après 2h39 minutes de course, voilà les deux meneurs. On retrouve en tête Deyandé Laronde, le Français qui porte le maillot de meneur au classement général, le maillot brun. Il est en compagnie du dossard 154, Oliver Scott, le Néo-Zélandais de la formation North Star Development Cycling. Et les deux qui ont une bonne avance, on se dirige très bientôt vers l'arrivée. C'est le Français Deyandé Laronde qui mène la charge en ce moment. On travaille très bien ensemble. Belle collaboration de la part des deux athlètes pour s'assurer que le peloton ne revienne pas sur eux. Oui, effectivement, donc on approche de la fin de cette épreuve. Ça roule encore à un très bon rythme. Scott et Laronde qui ont creusé l'écart avec le peloton. Donc, on a maintenant une avance qui est quand même considérable. Et Oliver Scott alors qui avait on entame remporté... le dernier tour. Exactement, dernier tour. Il reste 5,2 km à faire. Oliver Scott qui avait remporté la 2e étape. Il avait terminé aussi premier. Il avait terminé aussi 2e à la première étape. Donc, c'est vraiment un très beau tour qu'il fait. Mais il est en compagnie de Deyandé Laronde qui, lui, personne ne peut l'arrêter. Déjà auteur de 2 victoires d'étape à l'étape 1 et à l'étape 3 au contre-la-montre individuelle. Les voilà, les deux meneurs. Oui, ils ont une avance considérable là, de plus d'une minute.
même davantage sur le peloton. Donc, à moins d'une défaillance, d'un problème mécanique, les deux coureurs vont se présenter ensemble à la ligne d'arrivée. Alors, dans le cas d'Ayandé Laronde, il va donc assurément remporter le Tour d'Abitibi. Et dans le cas d'Oliver Scott, ben, ça sera une deuxième position au niveau du classement général. Donc, ce sont définitivement les deux meilleurs coureurs. On les voit d'ailleurs qui sont sur le point de rattraper et doubler des coureurs qui n'ont pas été en mesure de maintenir le rythme avec le peloton. Oui, et pour l'instant, on est encore une fois dans l'ascension. Et c'est la dernière ascension de ce Tour de l'Abitibi 2024 avec une victoire à la clé et également le classement général qu'on peut aller chercher pour Ayandé Laronde. Laronde, dis-je bien. Et dans le peloton, c'est l'équipe des États-Unis qui tente de limiter la casse, qui tente de chasser et de revenir. Mais le mal est déjà fait à 4 km de l'arrivée pratiquement. On ne pourra revenir à toute fin pratique sur les deux fuyards. Oui, alors du côté du peloton, on va certainement penser davantage à aller chercher la troisième position sur le podium. Donc, le classement général lui-même est à toute fin pratique conclu. Absolument. Il reste une place sur le podium, donc on pourra tenter de sprinter et de se tailler une place sur la troisième marche du podium, puisque les deux premières places sont prises présentement. Et à noter que les deux travaillent ensemble depuis l'entrée en ville. Oui, on avait Ben Morin avant le départ de cette étape qui était deuxième au classement général, donc va vraisemblablement glisser au troisième rang. Il détient quand même une avance de tout près de 20 secondes sur les deux coureurs américains qui occupaient avant le départ de cette étape les 4e et 5e places. Et là, le peloton, on va attendre le sprint final et s'assurer de tout mettre en place pour maximiser les chances de notre sprinteur encore présent dans le peloton pour aller chercher une place sur le podium. 3 km de l'arrivée. Et là, on le sait, là, on y touche à la victoire et la victoire d'étape et la victoire au classement général. Comme vous pouvez le constater, le coureur français qui porte le maillot brun, le maillot de meneur au classement général. Donc, c'est l'addition du temps de toutes les étapes de ce Tour de l'Abitibi. Et là, on a un coureur des États-Unis qui tente de sortir du peloton, mais ça réagit. Oui, derrière le peloton, évidemment, qui ne veut pas laisser aller le coureur. Il y a une place sur le podium, comme tu le mentionnais, mais il y a également des sprints, des secondes de bonification. Il y a des points également pour le classement au point. Ce n'est pas terminé, cette 7e étape du Tour de l'Abitibi. Et là, on vient d'entendre avec le Radio-Tour qu'il y a eu un problème mécanique. Ça, là, c'est jamais évident en fin de course comme ça. On va devoir s'arrêter. Oui, et lorsqu'un problème mécanique comme ça survient dans les 3 derniers kilomètres, le coureur va être crédité du même temps que le groupe dans lequel il se trouvait. Malheureusement, par contre, n'est pas en mesure de disputer le sprint, d'aller chercher les points qui seraient associés au classement. Et on sait qu'il y a des points aux 10 premiers lors de l'arrivée. Et là, ici, le coureur français qui fait signe au coureur néo-zélandais de passer devant. Donc, on est à moins de 2 km du côté du peloton qui continue de rouler très vite. Et là, je pense que c'est un coureur de l'équipe du Québec qui se trouve devant là, pour tenter de faire la jonction avec le coureur qui a tenté de partir seul. Et là, évidemment, devant, on arrive bientôt dans le dernier kilomètre. C'est présentement Oliver Scott qui mène la charge. Et là, il essaie. Il commence déjà à célébrer. Ayandé Laronde, le porte-étendard des couleurs de la France, et également meneur au classement général. Laronde qui a remporté déjà 2 étapes. Scott, quant à lui, en a remporté une. Oui, très constant, Laronde. Toujours le coureur américain détaché devant. Là, on tente de revenir derrière. Ça va être très juste. On est à un peu plus d'1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Coureur américain qui se donne au maximum derrière. On voit, je pense que c'est un coureur de l'équipe nationale du Canada qui est en train de tenter de faire la jonction. Absolument. Il y a beaucoup de mouvements derrière. Et ici, on va se disputer le sprint là, pour l'étape. J'ai l'impression que
c'est scellé d'avance pour Ian Delaronde, qui a été dominant tout au long de ce Tour de l'Abitibi-Glencore 2024. C'est lui qui mène la charge présentement. Oliver Scott qui reste dans la roue pour un Néo-Zélandais qui s'est très bien illustré aussi tout au long de ce Tour de l'Abitibi. Et belle cohésion. La cohésion est importante lorsqu'on est en échappée comme ça pour éviter le retour du peloton. Il y a encore moins d'une minute d'effort à fournir pour se présenter à la ligne d'arrivée. Donc, on sait que c'est réglé. On peut commencer déjà à célébrer. Tout ce qui reste maintenant à faire, c'est disputer ce sprint final. On voit l'avant-dernier virage. Bien négocié de la part des deux athlètes. On va bientôt apercevoir le fil d'arrivée. On se félicite. Je crois qu'on y va à l'amiable ici, là, entre les deux coureurs. On va tout simplement profiter du moment. Les deux qui sont en tête avec beaucoup d'avance. Oui, je suis même pas certain qu'on va disputer le sprint. J'ai l'impression que les coureurs se sont parlé. Oui. Et le coureur néo-zélandais qui salue la performance d'Ian Delaronde. Laronde qui va donc enregistrer la dernière victoire d'étape. Scott, quant à lui, prend le deuxième rang. Et là, on va assister au sprint de peloton. Beaucoup de vitesse dans ce sprint de peloton. Attention à la gauche de l'équipe nationale du Canada. On remonte. Michael Guilbeault, on a devant également. Donc, alors, on avait un coureur japonais qui a franchi la ligne qu'on n'a pas vu, qui était une dizaine de secondes d'avance. Intercalé. Oui, et Michael Guilbeault de l'équipe nationale du Canada qui, quant à lui, prend le 4e rang en remportant le sprint de peloton. Alors voilà votre podium de la 7e étape. Ian Delaronde devant Oliver Scott et le japonais Kamaya. Et le classement général, 2 maillots pour Ian Delaronde. Maillot au point, maillot du classement général. Ce rendez-vous annuel est toujours un grand événement qui regroupe des centaines de bénévoles autour de ces jeunes cyclistes internationaux. Le Tour de l'Abitibi-Glencore espère même prendre de l'ampleur dans les prochaines années en ajoutant un pendant féminin à cette course internationale. Quoi qu'il en soit, la passion du vélo dans la région n'est pas prête de s'estomper. De notre côté, chers amateurs de sport, on se retrouve bientôt pour une autre émission de Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et Glencore, partenaire en titre de l'événement.